que je pourrais dire en termes d'origine ou de naissance ou d'où vient l'entraide dans le regroupement, bien, on est toujours précédé par quelque chose. Hein? On vient d'une histoire. Et pour moi, l'histoire de la Révolution tranquille, où le premier cri est venu de Jean-Charles Paget, les fous crient au secours, et ensuite cette prise de parole dans l'espace public d'un certain nombre de groupes de défense de droit ou d'entraide, comme on appelle, ben, ils ont mis de l'avant justement l'importance de la parole publique, de la prise de parole. Il ne peut pas y avoir d'entraide, si on veut, il ne peut pas y avoir d'accent mis sur l'importance de ça s'il n'existe pas publiquement. Et là, à mon avis, avec les fous crient au secours et avec ce climat d'effervescence de tous les mouvements sociaux qui naissaient comme ça, que ce soit les Noirs aux États-Unis, les femmes, etc., ça permettait de voir que oui, il y a du monde qui existe dans cette société-là qui n'ont jamais été entendus. Et là, la prise de parole publique permet d'avoir un autre regard là-dessus et de faire d'autres expériences. Le regroupement est né, justement, d'abord de ces premiers groupes-là, comme je disais, qui sont intervenus dans l'espace public pour prendre la parole, pour dénoncer l'asile. Les premières grandes dénonciations, ça a été les dénonciations de l'asile comme lieu de traitement et comme faisant partie du problème et pas de la solution. Bon, ça, et ensuite, la dénonciation de la biopsychiatrie à l'intérieur de ça, ça a été les abus dont les personnes désinstitutionnalisées même vivaient. Donc, il y a eu énormément de travail de fait par des groupes de défense de droit qui sont à l'origine du regroupement, mais avec d'autres groupes qui étaient nés, eux, d'une façon différente de vouloir accueillir la souffrance. Suite à l'émergence à la fois des groupes de défense de droit, d'une série de groupes qui ont été à l'origine du regroupement, là, si on veut, là, oui, il y a eu la constitution de ce qu'on appelait des groupes d'entraide, finalement, particulièrement en Montérégie, mais aussi dans un certain nombre de régions du Québec, là, parce que ça a été la forme proposée que la politique de santé mentale a appuyé aussi, l'entraide, mais qui n'était pas du tout spécifiée. Ce n'était pas l'entraide Paripour, c'était l'entraide. Et l'entraide pouvait être vécue comme milieu de jour, entre guillemets, où à la fois les groupes pouvaient faire de la défense de droit. Le groupe PAL est très symptomatique, pas symptomatique, emblématique de ça aussi. Il y avait un grand volet défense de droit, mais il y avait toutes sortes d'autres volets d'activités et même de mise en place à un moment donné d'hébergement qui faisait en sorte que les personnes usagères pouvaient très bien fréquenter ce groupe-là de façon régulière, faisaient des activités, allaient à des manifestations, bon, etc., etc. Et il y en a plein de groupes comme ça qui sont nés, mais qui ont toujours eu la particularité d'avoir des intervenants ou des animateurs plutôt. Bon, le mot intervenant puis le mot animateur peut différer. Tu as des groupes d'entraide d'aide et d'entraide où c'était des animateurs. Donc, animateurs d'activités hein, à travers lesquelles pouvait se faire de l'entraide ou de l'aide. Tu as eu des groupes d'entraide qui ont développé des volets aide, même un petit peu plus professionnalisés, c'est-à-dire tu avais des entrevues individuelles avec des intervenants qui avaient une certaine expérience de l'écoute active, de la thérapie, bon, etc., qui se lançaient dans ça, quoi. Et là, ça faisait que l'entraide devenait élastique pas mal. En 90, moi, je suis arrivée comme coordonnatrice au regroupement. Puis, très vite, moi, ça me préoccupait énormément, cette affaire-là du Paripour, comme je t'ai dit. Et
L'idée de faire une réflexion vraiment poussée sur qu'est-ce qu'on veut faire, dans le fond. Ouais. C'est quoi l'entraide, exactement? Et on était allé aux États-Unis aussi. Hélène Grandbois avait des contacts avec NARPA, avec des groupes, des survivors américains. On était partis, à un moment donné, 22 personnes qui ont été allées à Washington assister à une rencontre, justement, de survivors au moment d'un congrès, d'un immense congrès de l'Association américaine de psychiatrie. Il y avait là 15 000 psychiatres américains, puis on allait manifester tous les jours contre cette patente-là, avec quelques psychiatres alternatifs qui venaient. Mais où, là, c'est là aussi, je pense que c'est en 91 qu'on avait fait ça, quelque chose comme ça, les groupes d'entraide, les survivors, nous enseignaient d'une certaine façon comment on fait ça de l'entraide, tu sais, dans un groupe. Par exemple, l'entraide, c'est réciproque. Alors, l'entraide, c'est pas une personne psychiatrisée qui en écoute un autre pendant tout le temps ou qui aide un autre, là. C'est pas de l'entraide, ça, c'est de l'aide, tu sais. Alors, il nous montrait des techniques, j'aime pas le mot parce que c'était pas du tout instrumental, là, mais par exemple, dans les groupes tous les jours, il y a une période où les gens sont face à face, deux par deux, puis choisissent ceux qui veulent, là, ils se choisissent mutuellement. Et puis pendant 15 ou 20 minutes, tu écoutes la personne, mais après ça, elle t'écoute. De sorte que ton expérience à toi et l'expérience de l'autre sont mises sur un pied d'égalité. Tu n'es pas la personne qui fait juste écouter. Alors, moi, ça nous avait énormément frappé, marqué, etc. Puis on était revenu avec cette idée-là qu'il faudrait vraiment travailler ça. Là, puis là, bon, il y avait un comité d'usagers aussi au regroupement. On avait mis en place un comité d'usagers pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre des mots sur cette expérience-là. Et là, je pense que le regroupement a quand même des assises assez solides pour dire ce qu'il entend par entraide. Ouais. Ça a été une période quand même très, très fructueuse, très effervescente pour ça. Et de voir que maintenant le regroupement reprend ça, je pense que c'est super intéressant. Suite à l'Assemblée générale de 2008, quand les gens voulaient qu'on réactualise un peu tout notre positionnement, puis notre façon de voir l'entraide, puis qu'on donne des outils pour renforcer l'entraide, ça l'a amené, je pense, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de la reconnaissance comme telle des groupes d'entraide existants, puis du rôle qu'ils peuvent jouer dans la mise en œuvre et le développement des politiques en santé mentale, des politiques et des pratiques en santé mentale. Mais il y a l'autre aspect aussi qui est le questionnement à l'intérieur même du regroupement sur ce que sont les pratiques d'entraide. Et là, ça nous amène à nous questionner à l'intérieur du regroupement sur un certain nombre de choses. La place des personnes usagères dans nos groupes d'entraide. Le fonctionnement démocratique de nos organismes. Le rapport, appelons ça des rapports de pouvoir entre les intervenants et les personnes utilisatrices. Quels sont ces rapports de pouvoir-là? Comment ça peut... qui décide en bout de ligne de ce qu'on fait, puis comment on le fait, puis qu'est-ce qu'on dit, puis comment on le dit? Je pense que l'alliance première entre intervenants et personnes usagères dans une variété de ressources a fait en sorte que c'est devenu trop fort, trop puissant, cette alliance-là. Ben, c'est ma petite interprétation, si on veut, pour permettre que naissent des groupes par et pour de façon systématique. On s'est rendu compte avec les années qu'on avait pris un virage plus vers le service où on était rendu plus qu'un groupe d'entraide, une activité qui offrait un groupe qui offrait des activités.
Puis, dans le fond, l'élément central du groupe, c'était l'intervenant, autant pour l'animation des activités que pour des besoins individuels. Si une personne ne filait pas, ben, c'était tout de suite à demander à avoir une rencontre dans le bureau toute seule pour parler de ce qu'elle vivait. Mais les choses... les questionnements, les interrogations, les inquiétudes n'étaient pas ramenés dans le groupe et le groupe ne participait pas à supporter la personne à ce moment-là. C'est comme si l'aide d'un professionnel est beaucoup plus reconnue que ce que les personnes ont en dedans d'eux qui peuvent s'apporter. On avait tellement été dans cette direction-là d'offrir des activités pour le groupe organisées, préparées par les intervenants. On s'est rendu compte qu'on ne savait plus non plus comment soutenir l'entraide. Pour moi, il y a une différence entre la pratique de l'entraide à l'intérieur d'un groupe, qu'il faut développer tout le temps. Dans n'importe quel groupe, dans un centre de crise, c'est une chose. Mais la constitution de groupes d'entraide par et pour qui se consacrent à cette pratique-là, ça, c'est une voie, à mon avis, qu'il faut absolument développer et qui risque de donner naissance à des choses qu'on ne soupçonne pas encore. Les phénomènes d'exclusion qui sont liés à aux problèmes de santé mentale. Les gens se disent on est exclu, on est ostracisé parce qu'on vit un problème de santé mentale, ça existe encore. Et sur ces questions-là, les gens veulent prendre la parole. Est-ce que nos groupes d'entraide sont des lieux de prise de parole à ce niveau-là? Est-ce qu'ils sont des lieux d'échange sur la médication? Puis des lieux d'échange libres sur la médication, pas des échanges orientés dans un but ou un autre. Comment les gens vivent leur expérience? L'entraide, c'est une forme d'aide libre, naturelle, c'est une pratique citoyenne, parce qu'elle vient des personnes qui ont vécu quelque chose et qui veulent utiliser leur expérience pour aider les autres. Cette expérience-là, lorsqu'ils ont l'occasion de la mettre au service de quelqu'un qui a un vécu similaire, ça devient des acquis de sagesse. Un groupe d'entraide, c'est un endroit, un espace où on donne l'occasion que ces acquis de sagesse-là puissent être mis à contribution. Bienvenue à notre premier atelier sur l'entraide. Aujourd'hui, nous allons faire un photolangage, un exercice de photolangage. Et l'objectif, c'est d'explorer nos représentations de l'entraide. Qu'est-ce que ça veut dire l'entraide et les associations qu'on y associe. Là, je vais commencer à mettre les images et certains mots, comme pouvoir, espoir. Je vais les mettre ici, vous pourrez regarder dedans. Pour moi, l'entraide, c'est un vécu commun, comme du genre, on a une souffrance qui est pas nommée la même chose. Ça peut être la perte d'un être cher, la fin d'une relation, qui fait qu'on souffre tellement qu'on veut mettre fin à nos jours ou nécessairement, on ne se rend pas jusque-là. On vient à Camé, puis on vit de l'entraide, puis on partage avec quelqu'un qui est prête à nous écouter. Fait que la personne, elle a déjà vécu la même chose. L'entraide, c'est différent qu'un suivi avec un thérapeute ou autre. Ça se passe entre pairs, donc c'est une approche différente. Donc ça rapporte beaucoup avec le vécu commun, je trouve, l'entraide. On ne se sent pas jugé quand on sait que la personne a peut-être vécu la même chose. On n'a pas toutes vécu la même chose, c'est impossible, mais au nombre de personnes qu'on est dans le groupe, au moins il y a une personne qui a vécu qu'est-ce qu'on a vécu.
Puis le vécu commun qui ne tourne pas autour d'un diagnostic, mais vraiment par rapport à quand tu traverses des problèmes de santé mentale, de la détresse émotionnelle, bien, le vécu de souffrance qui se rejoint un peu. Tu sais, les personnes vont tout avoir des répercussions en lien avec leur relation avec les autres, la famille, la médication. L'entraide en santé mentale échappe à la psychiatrie. Et c'est très bien. Elle en a, bon, on peut échanger les deux ensemble, mais l'entraide en santé mentale échappe à la psychiatrie parce que c'est un espace de parole. C'est un espace de parole libre puis d'une parole crédible. Alors qu'en psychiatrie, la parole est utilisée pour dresser le diagnostic. Mais c'est une parole folle. Après, on ne l'écoute plus. Dans l'entraide, la parole, c'est quelque chose d'essentiel. C'est l'outil par excellence pour aider et être aidé. Partout ailleurs, la folie fait peur. Dans un groupe d'entraide, la folie rassure. Parce que c'est exactement ce qu'on a besoin pour sentir que l'autre est disponible, que l'autre va m'accueillir tel que je suis et qu'il ne va pas me juger et que je vais pouvoir être différent. Dans un groupe d'entraide, les gens ont une façon souvent différente d'être au monde. L'entraide n'est pas ciblée sur la difficulté de vie. L'entraide tient compte de toutes les capacités à vivre, puis de tout ce qui s'est passé dans la vie. Donc, on dépasse le diagnostic et on dépasse donc le pur traitement axé sur certains symptômes, puis on regarde c'est quoi les capacités d'être de la personne, dans toutes sortes de sphères de sa vie, pour essayer d'aller plus loin, pour essayer d'aller plus complet. Parce que arrêter de souffrir, moins souffrir, c'est pas simplement soulager un symptôme, c'est aussi avoir du plaisir dans la vie. Dans l'entraide, il y a aussi un aspect de réciprocité. Un jour, je serai aidé, et demain, c'est peut-être moi qui vais aider l'autre. Alors, ça aide à avoir à entretenir l'idée d'un statut d'égalité, oui, mais en même temps, c'est que ça donne à la personne des compétences. Aujourd'hui, c'est moi qui aide. Je t'aide, toi. Mais peut-être que demain, toi, tu vas en aider un autre. Il y a une réciprocité, mais il n'y a pas de dette. L'entraide, c'est gratuit. C'est moi envers un autre, l'autre envers quelqu'un d'autre, et peut-être un jour envers moi. Donc, on n'est pas que porteur de problèmes. On apporte aussi aux autres des solutions, et on est dans une posture différente des aidants habituels, des aidants professionnels, parce que l'on sait qu'un jour, celui que j'aide va peut-être m'aider, ça sera peut-être un autre, mais que moi aussi, on partage à quelque part quelque chose d'important, qui est, tous les deux, on peut avoir des faiblesses, tout autant qu'on a des forces. Je me rappelle une fois aussi, quand je parle de découvrir, on se découvre parce que je pensais jamais, je ne serais jamais capable d'avoir quelqu'un qui est agressif. Mais c'était réconfortant et c'est de le voir comme se calmer un peu, c'est formidable pour moi, tu sais. Au moins, il s'est calmé, puis ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas m'aider après si j'en ai besoin. Des fois, c'est pas la même entraide, c'est un autre qui peut nous aider. C'est pas nécessairement la personne qu'on aide. La gratuité, c'est je te rends service, mais j'attends rien en retour. C'est pas un service que je rends, c'est-à-dire je vais te donner un livre et tu payes mon essence, mais c'est bel et bien, tu as besoin que je t'accompagne à ton rendez-vous chez le médecin. Je vais t'accompagner, puis garde, à un moment donné, ce sera moi qui sera dans le besoin, puis peut-être une autre personne le fera pour moi. Parce que c'est complètement gratuit, on n'attend rien en retour. Quand on est dans une relation d'entraide, on est vraiment là avec nos grandes oreilles, notre grand cœur, notre vécu, puis à quelque part un petit bout de notre souffrance qui est là et qui est prête à être échangée avec quelqu'un d'autre pour peut-être mettre du baume sur le cœur de l'autre. Là. Puis peut-être à partir du baume que tu as mis sur le cœur de l'autre, ça va t'en mettre à toi aussi. Fait que c'est comme un échange qui est complètement mutuel. C'est totalement mutuel.
La liberté dans l'entraide, c'est important parce que l'entraide, c'est quelque chose qui n'est pas forcé. On ne peut pas forcer l'entraide. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire de l'entraide. Il faut que ça vienne de cette personne-là, d'elle, parce que sinon, ce n'est pas de l'entraide. On parle de liberté. On parle la liberté de le faire, de ne pas le faire, la liberté de dire oui et de dire non. Toute cette liberté-là va permettre à l'entraide de s'inscrire dans un mouvement, dans un groupe. L'entraide, ce n'est pas un sport extrême. C'est un sport d'équipe, bien protégé, avec des règles, mais la patinoire est grande. Il y aura de l'espace pour tout le monde. C'est que l'entraide, il faut justement laisser les gens, il faut donner de la liberté aux gens. Puis c'est le plus bel endroit pour une prise de risque, parce que les autres sont là. Et les autres ne te regardent pas voir, est-ce que tu vas te casser le cou? Ils espèrent au contraire que ça va réussir. OK? Les gens regardent le funambule, puis ils savent très bien qu'il y a un filet. Mais ils suivent le spectacle, puis ils encouragent. Ils veulent que ça réussisse. Et c'est ça qui est beau. Les gens savent qu'est-ce que ça coûte pour être en avant, pour animer l'activité, même si ça vient avec tout plein de documents déjà faits avant. Là. Ils savent ce que ça coûte à la personne qui est là. Et ils vont parce que ça les aide, mais ils vont aussi, pas juste pour le contenu de l'atelier, ils vont parce que la personne qui l'anime, elle aussi, elle a vécu la même chose qu'eux. Puis ils se disent peut-être qu'un jour, moi aussi, je vais animer ça. Peut-être qu'un jour, moi aussi, je vais être capable d'aider. Alors, c'est ça qui est beau là-dedans. Dans le groupe, il y a différents rôles. Il y en a qui animent des activités, comme moi, mais je fais aussi du support à l'implication. Il y a quelques personnes qui font l'accueil aussi pour faire les appels, recevoir les membres quand ils rentrent, mais c'est égalitaire, il n'y a pas de statut particulier. On est tous sur un pied égal, donc pas de favoritisme et autres, donc ça fait partie de l'entraide. C'est important dans un groupe d'entraide que les gens sentent qu'ils ont le même statut que l'autre. Il n'y a pas un effet hiérarchique du fait d'avoir vécu et d'être en train de vivre. Au contraire, c'est une situation où on se reconnaît, OK? Où on voit qu'on a avancé et l'autre voit qu'il peut espérer, parce qu'on peut s'en sortir. L'entraide, c'est une façon de transmettre l'espoir, mais de la transmettre par l'exemple réel. Alors, on a toujours besoin des professionnels qui travaillent à aider les gens. Mais l'entraide va au-delà de l'aide professionnelle parce qu'elle amène l'exemple de la réussite. L'exemple, la preuve que c'est possible. Et quand on croit que c'est possible, on a l'espoir. Donc, l'entraide, c'est une façon que l'on a ici de transmettre l'espoir à l'autre. Comme nous l'avons vu, l'entraide, c'est une aide entre personnes qui ont un vécu commun, qui ont un vécu en santé mentale. Et il y a plusieurs formes, deux formes d'entraide. En premier, il y a l'entraide personnelle. Ça peut se vivre entre deux personnes, comme ça. Ça peut être aussi entre un groupe de personnes qui vont aider une personne. Comme exemple, mettons Pierrette, tu vas déménager, tu as besoin d'aide. Nous autres, on va venir t'aider pour déménager. L'entraide personnelle va prendre deux visages, dans le fond. Il va prendre soit un face-à-face entre deux personnes qui ont un vécu commun, ou encore, ça va être un face-à-face, mais entre un groupe de personnes et une personne qui partage son vécu. Il y avait un café-rencontre à ce moment-là. C'est sûr que quand je parlais pas, ça a pris du temps avant que je parle. Et on ne se sent pas seul quand on sait que quelqu'un qui a vécu de l'inceste, on se sent plus seul de dire avec ce secret-là, qui est pénible. Parce que à la place d'attendre que ce soit trop gros, l'émotion,
Donc, on peut en parler à cette activité-là. Là, c'était le café rencontre. Aujourd'hui, c'est le groupe de partage. Et puis, quelqu'un qui a vécu à peu près similaire peut nous donner des exemples, comment ça s'en est sorti, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on le prend, on en prend puis on en laisse, mais ça fait quand même du bien d'en parler. On a parlé de certains sujets assez difficiles entre membres, peut-être pas dans grande salle, mais il y en a beaucoup qui ont vécu des problématiques dans leur enfance et des choses comme ça. Donc, on s'en parle entre nous pour mettre un peu de baume sous notre cœur parce qu'on a vécu des choses difficiles. Il y en a, c'est l'inceste, d'autres, ils ont été battus, peu importe. Mais on voit aussi dans le positif, on se donne les bons coups, comment qu'on s'en est sorti. Moi, maintenant, j'ai été voir tel thérapeute, on se donne des trucs. Peut-être que la personne ne le fera pas, mais au moins, elle sait que ça existe. L'autre exemple qui est comme une personne avec un groupe, dernièrement, on en a vécu une au sein du groupe d'entraide. Il y a une nouvelle personne qui se demandait qu'est-ce qu'elle venait chercher ici. Et les gens étaient assis autour de la table, puis cette personne-là s'est jointe au groupe, puis ça s'est mis à jaser ensemble sur comment est-ce qu'ils allaient, sur toutes les avancées qu'ils avaient faites dans leur vie depuis qu'ils fréquentaient le groupe d'entraide. Et puis cette personne-là, quand elle est venue comme jaser un petit peu avec Vanessa, elle a dit, mon Dieu, ça fait tellement du bien de voir que oui, il y a possibilité d'aller mieux, même si on vit avec un problème de santé mentale. On peut se réaliser à travers ça, malgré tout ce que, comme la société va nous envoyer comme image. Moi, selon moi, c'est eux qui viennent rendre une visite à Camé, ils vont voir c'est quoi. Parce qu'à Camé, les gens sont ensemble, sont unis. Quand il y en a un qui a des problèmes, c'est comme si tout a des problèmes aussi. Ils cherchent à savoir c'est quoi le problème pour t'aider à passer en travers des problèmes. Moi, j'ai fait l'entraide. Quand j'allais voir mon médecin, j'appelais à Camé puis je demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en psychiatrie à l'hôpital Fleury? Puis là, on me disait, oui, il y a une telle. Puis là, je traversais après avoir été chez mon médecin, puis j'allais visiter la personne. Merci, Suzy. Pierrette? Comme Suzy disait bien tantôt, que j'ai fait de l'hébergement dépannage. Et ça, cette activité-là, c'était quelqu'un qui est en crise et que j'emmenais chez moi. Puis même, c'était 24 sur 24. Si elle avait besoin de parler, bien, je parlais avec elle. Je donne certains ateliers de cheminement personnel à Camé, comme présentement, certains sujets comme le rétablissement. Je donne aussi des fois des ateliers sur l'anxiété, gérer son anxiété. Là, bientôt, il va en avoir un sur vivre avec ses émotions. Je structure des ateliers qui m'ont aidé. Les gens peuvent, à un certain moment donné, créer des moments à eux où ils peuvent s'entraider. Ce qui n'est pas nier l'aide qu'ils reçoivent, c'est au contraire s'en servir aussi pour aller plus loin. On peut faire un groupe de partage, comme on en a un ici depuis 25 ans. C'est une des premières activités qu'il y a eu ici. C'est une personne qui a avancé un peu plus que les autres, est rendue un peu plus loin. Elle a beaucoup d'acquis de sagesse et c'est elle qui anime le groupe, où les gens mettent sur la table leurs difficultés et ceux autour de la table qui ont des solutions les apportent, amènent au moins des pistes de réflexion. La première chose, c'est d'accueillir ce que vit la personne, sans juger. Ensuite, c'est de regarder avec elle qu'est-ce qui serait possible. Alors, l'entraide, c'est toujours écrire le mot « possible » avec un S. Il y a plusieurs possibles. L'entraide collective naît de l'identification des membres à un groupe. Nous autres, c'est Camille. Quand on parle d'entraide collective, on parle de par le groupe, pour le groupe.
pour permettre cette entraide collective-là, il faut que les membres d'une ressource aient développé un grand sentiment d'appartenance, se sentent partie prenante de la vie du groupe d'entraide. Et ça va amener à ce moment-là une mobilisation de chacun à la hauteur de ses capacités et de ses forces. Ici, l'accueil se fait par les membres. Ça s'appelle l'équipe accueil. Ils font les appels pour les activités, donc ils appellent les membres et en même temps, ils demandent comment ils vont. Donc, c'est comme un appel sécuritaire ou sécurisant parce qu'on s'intéresse aux membres. Donc, en appelant pour les activités de la semaine, on leur demande si ça va bien. Ils reçoivent les nouvelles personnes qui rentrent pour voir si ça les intéresse de participer dans un groupe d'entraide, bien sûr à leur rythme. Donc, ils font visiter le centre, ils parlent des activités qui se donnent ici. Il y a aussi, c'est eux autres que le soir ferment le centre. Un des bels exemples qu'on a vécu ici, c'est le fameux déménagement. Ça a commencé par la mise en place d'un comité achat maison. Tous les membres de ce comité-là ont mis l'épaule à la roue. Les membres ont mis l'épaule à la roue. Premièrement, c'était de se promener, de vraiment sillonner les rues du coin pour trouver la maison qui correspondrait à nos besoins. Et puis, les gens se sont vraiment mobilisés parce qu'il fallait faire un changement de zonage pour la maison parce qu'on est sur une rue résidentielle. Puis les membres se sont mobilisés, ont fait le porte-à-porte de tout le quadrilatère ici pour se présenter aux gens, pour leur faire signer une lettre d'appui pour ne pas être confrontés au phénomène de pas dans ma cour. Parce que la santé mentale, malheureusement, encore aujourd'hui, ça fait peur. À un moment donné, on a fait une évaluation annuelle, puis on a émis comme opinion qu'on n'avait pas besoin d'un employé le soir parce que on n'est pas des enfants, qu'on prend du pouvoir sur notre vie, fait qu'on n'est pas pris en charge par un employé qui est membre aussi d'ailleurs, puis qui croit à la prise en charge du pouvoir par la personne et non par le système. Fait que ça, on pratique ça beaucoup. Puis il y a aussi la solidarité aussi qui me sonne des cloches par rapport, on est solidaire de d'autres organismes, on est solidaire de d'autres causes. Fait qu'on fait des manifestations. Fait que c'est les deux sons de cloche, le pouvoir sur notre vie qu'on prend, puis la confiance en soi qu'on reprend sur notre vie, puis la solidarité qu'on ressent. L'entraide, ça fait en sorte que les gens sortent de chez eux pour aller quelque part, puis reprennent une place, un rôle dans la cité. Donc, ils vont trouver cette place-là, par exemple, dans un espace d'entraide. Et ça pourrait rester là. C'est déjà une victoire, mais on peut aller aussi encore plus loin. Un groupe d'entraide peut, et là c'est sur le plan collectif, contribuer à cette communauté. Alors, comme par exemple, nous, notre groupe, on est invité par la Maison de Jeunes régulièrement pour être l'assistance de leur spectacle de fin d'année. Parce qu'ils savent que nos gens aiment ça. Puis, c'est une victoire extraordinaire qu'on a eue dans les dernières années parce que mon groupe leur faisait peur et ce groupe-là de jeunes nous faisait peur. Mais maintenant, on s'invite. Donc, on peut contribuer à la communauté comme ça, en étant nous aussi témoins des bons coups des autres. Et ça crée une dynamique, parce que là, les gens sentent qu'ils font partie d'une communauté. Et nos gens, donc, se donnent le droit, vu que ça, on le fait ensemble, de s'approprier des lieux. La maison culturelle, la salle de spectacle Oscar Peterson, que normalement, c'est pour l'autre monde. Maintenant, c'est pour eux aussi. Et ça, parce qu'ils le font ensemble.
La promotion-vigilance, ça fait partie intégrante d'un groupe d'entraide. C'est comme une grille en arrière-plan qui est continuellement en action. Ça peut être aussi simple quand on parle de promotion-vigilance au niveau de la défense de droit, au niveau des droits. Ça peut être aussi simple que d'apprendre à une personne qu'elle a le droit de dire non à la base. Et par la suite, la personne va prendre conscience graduellement de ses droits. Parce que la promotion-vigilance, son noyau, c'est toujours que la personne puisse prendre une décision libre et éclairée. Fait que c'est de donner le plus d'informations possible. Cette notion de promotion-vigilance-là va être continuellement présente et elle est présente aussi, les membres vont la porter aussi. Quand une personne va échanger autour de la table et qu'il y aura un droit qui aurait été bafoué dans ce que la personne va raconter, les membres vont se le dire entre eux autres. Puis ça peut même aller jusqu'à organiser des visites à l'hôpital pour parler du vaisseau d'or, pour parler du groupe de défense de droit, pour dire aux gens, ben vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de faire un choix, vous avez le droit de dire à votre psychiatre, ben moi j'ai des questions à te poser, voilà. Hein, je veux de l'information sur ce que je vis. Tu me prescris un médicament, y a-t-il autre chose? Ou qu'est-ce que ça va me faire vivre, ce médicament-là, pour que je puisse prendre une décision libre et éclairée? Si on a de l'information, parler, café rencontre, une personne ou deux qui viennent nous expliquer qu'est-ce que c'est telle chose, telle chose. Et ça, on a de l'information, je trouve ça bien accueillant, puis je trouve ça bien enrichissant, parce qu'on peut s'aider entre ça. Avec les connaissances qu'on va avoir, l'information qu'on va avoir, c'est qu'on peut faire quelque chose avec ça. Ou on peut aider quelqu'un d'autre aussi, dire, oh, regarde, il y a ça. À travers l'entraide, il y a un partage de vécu. Et le vécu, ce n'est pas nécessairement toujours des choses positives. Hein? Il y a des belles expériences, mais il y en a des difficiles. Des expériences dans lesquelles les gens ont vu leurs droits niés, bafoués. Mais le fait d'en parler ensemble, on peut peut-être non seulement bien comprendre la situation, mais en plus trouver des solutions qu'on n'appliquerait pas tout seul. Par exemple, ici, on s'est aperçu, les gens se sont aperçus, il y a quoi, 2-3 ans, qu'une personne qui avait été hospitalisée perdait pendant 12 mois, les 12 mois suivant son hospitalisation, le droit d'aller visiter quiconque à l'étage au département de psychiatrie. Donc, quand dans un groupe comme le nôtre, on essaie de favoriser la solidarité, que les gens se tiennent ensemble, s'épaulent dans les moments difficiles, cette pratique-là vient l'empêcher. En même temps, elle envoie un drôle de message aux gens. Quand on leur dit « Ne reviens pas à l'hôpital, ça va te nuire ». Mais dans le fond, ce que les gens comprennent, c'est « On t'a assez vu, reviens pas ». Alors, ce que l'on a fait, avec notre groupe régional de défense des droits, on a documenté cette pratique-là. On s'est fait dire que c'était une politique, d'accord, officielle de l'hôpital. On a donc écrit au directeur des services professionnels pour lui demander, peut-on avoir une copie de cette politique-là, sans mentionner le nom d'aucun individu, parce que l'avantage du groupe, c'est la force du nombre, mais c'est aussi l'anonymat. Alors, c'est Camé qui a écrit avec Action Autonomie. Et on a eu une réponse, et on a dialogué ça, et le directeur des services professionnels a dit « Je m'en occupe. Okay? » Et on a reçu une lettre disant « Voici la directive qu'on a envoyée à l'étage de psychiatrie. Toute personne qui est hospitalisée peut venir faire des visites à un de ses proches ou amis, comme tout autre citoyen et citoyenne à Montréal. » Parce que, donc ça, c'est une victoire quelque part sur la liberté. C'est un espace de solidarité que l'on a gagné. Puis c'est une victoire que les membres ont eue, mais simplement en s'en parlant autour d'un café, tranquillement. Au sein du groupe d'entraide du vaisseau, une des premières préoccupations qu'on a, c'est le partage du savoir. Parce que quand on fait le partage du savoir, on fait le partage du pouvoir aussi. Fait que, oui, nous, on va offrir plusieurs formations au niveau des droits.
On va avoir une collaboration assez étroite avec le groupe de défense de droit pour, entre autres, quand on parle d'une formation sur droits et recours, c'est quoi tes droits quand tu vas au niveau de l'hospitalisation. On va aussi participer à des regards plus critiques sur les pratiques en psychiatrie. On va aussi s'assurer que les membres ont toutes les formations nécessaires. On va parler des droits au niveau des locataires, on va parler des droits, en tant que citoyen, prendre position, avoir une voix. Les effets de l'entraide s'épanouissent lentement chez la personne. Mais c'est comme une fleur. C'est pas en tirant dessus qu'elle va pousser plus vite. Au contraire, elle peut casser. Donc, dans l'entraide, il y a un espace de liberté. La liberté de croire qu'on va y arriver et la liberté de prendre le temps que ça prend pour y arriver. Je suis arrivée à Camé en septembre 2000, donc ça fait un certain temps. Quand je suis arrivée ici, je suis arrivée avec mon frère jumeau parce que je pouvais pas sortir ça. Je souffrais de phobie sociale, donc je suis arrivée ici. Je m'impliquais pas beaucoup au début, mais comme ici, c'est l'entraide, c'est au rythme de chaque personne, donc j'étais quand même assez bien. Puis graduellement, j'ai commencé à m'impliquer, à participer à des ateliers. Après ça, après un certain temps, j'ai commencé à animer un atelier d'art et de dessin, art et dessin avec une personne. Puis plus ça avançait, moins que j'avais de phobie sociale. Puis j'allais avec le coordonnateur dans d'autres organismes, parler un peu, voir. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à me débarrasser de la phobie sociale. C'est en animant des ateliers, puis aussi en allant à des regroupements. Et moi, je sens beaucoup les personnes quand ils sont tristes ou quand ils sont pas bien. En Suzy, je le sens beaucoup. Puis là, ben, tu peux éviter d'aller à l'hôpital quand on peut en parler. Tu sais, ça évite l'hospitalisation des fois. C'est pour comment on appelle ça? Désactiver la crise un peu, là, tu sais. Non, hein? À moins que quelqu'un ait un œuf. Aujourd'hui, Louise a dit tout de suite, je vais faire le gâteau, puis pour moi, c'est marquant. Le fait qu'elle a un peu de difficulté à lire. As-tu besoin d'aide, ma belle Louise? Mais là, elle le fait seule, puis j'ai juste terminé avec elle pour l'aider, pour finir le dessert. Juste prendre l'initiative de faire une recette, c'est la réappropriation du pouvoir au travers de l'entraide. Oui, l'entraide, ça nous amène sur des avenues différentes, nouvelles aussi. C'est important que chacune puisse à un moment donné se dire « Ce matin, je ne me suis pas levé pour rien. Je me suis levé pour faire quelque chose. J'étais réveillé, j'étais là, puis j'ai participé à quelque chose. » Ça aussi, ça donne du sens à la vie. L'entraide a permis de changer l'image que j'avais de moi-même. J'avais beaucoup tendance à m'auto-critiquer, me dire que je n'étais pas capable, je ne pouvais pas faire des choses que je voulais. Mais avec l'entraide, au moins, j'ai pu voir que je pouvais travailler sur des comités à l'extérieur, puis animer des ateliers de cheminement personnel à l'intérieur. Donc, il y avait des membres qui se fiaient à moi pour leur donner un contenu de qualité. Donc, si j'étais capable de le faire, donc mon estime de moi a augmenté avec le temps. J'ai touché à tout ça, à cette entraide-là, puis ça a été vraiment réparateur, puis
Ça m'a redonné confiance en moi, puis ça m'a donné un sens à ma vie parce que j'étais utile aux autres. J'ai remarqué que l'entraide permet à certains membres d'avoir une facilité d'écoute et une certaine facilité à s'exprimer sur qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ne veulent plus être écrasés. Donc, c'est l'entraide qui a permis ça. Et aussi, ils ont plus confiance en eux. Ils sont plus affirmatifs. Ils vont plus de l'avant. Quand j'ai eu le pamphlet de Camille, c'était écrit Café Rencontre, puis je m'en venais rencontrer un chum. Et puis, c'est pas ça que j'ai trouvé à Camille. J'ai trouvé beaucoup plus que ça. J'ai trouvé une résonance à mes problèmes de santé mentale. Puis, aujourd'hui, je vis avec ça, puis j'essaye de vivre en harmonie avec mes problèmes de santé mentale. Avant, j'étais une personne qui était réservée, quand j'avais des problèmes, je n'expliquais pas mes problèmes. Je cachais ça à l'intérieur de moi. Puis quand je suis venu au groupe de partage, ils m'ont dit, ne te sens pas gêné, sens nous autres. Tout ce que tu dis reste entre nous autres. Puis là, j'ai commencé à me dévoiler. On se découvre des talents qu'on ne sait pas si on l'avait. Parce qu'avant, c'était zéro, puis là, ben, c'est quelqu'un. Si j'avais pas eu ces personnes-là et ces membres-là avec Camille, ben, je sais pas ce que j'aurais fait. C'est comme important dans ma vie. C'est comme Suzy disait plus tantôt, c'était une deuxième famille. On n'est pas centré sur soi, donc l'entraide apporte d'autres choses à l'extérieur pour les membres et pour la société parce qu'on est en meilleure forme, on a de l'air plus confiant en soi. Ils ne peuvent pas dire « Ah, c'est la gang de fous de Camille ». Ils ne peuvent plus dire ça. Le vécu commun des personnes, des membres est important parce que ça nous définit en tant que groupe. C'est une richesse, c'est aussi important que le savoir professionnel. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que de temps en temps, quand on remarquait des actes qui étaient posés, des gestes d'entraide, on le mentionnait un peu à la personne, mais on s'est dit que c'était vraiment important que dans l'ensemble du groupe, à chaque fois qu'on voit le moindre geste d'entraide, c'est vraiment de le reconnaître devant le groupe, le valoriser, puis qu'on se rende compte tout le monde ensemble quelle importance que ça a, là, puis quel impact on peut avoir avec des gestes de ce type-là. Puis que finalement, ben, l'entraide, tout le monde peut en faire, là, peu importe si tu sors d'une hospitalisation, que tu as eu bien de la médication qui a changé, que des fois de l'extérieur, on peut avoir l'impression que la personne est comme limitée au niveau des actions qu'elle peut poser, ben, tout le monde, à n'importe quel moment, peut amener de l'entraide, là. Pour que l'entraide émerge dans les groupes, il faut qu'il y ait un espace. Il faut que les employés soient ouverts à ça. Parce que si les employés sont déjà pas ouverts ou le CA, comment qu'on peut rentrer l'entraide dans l'organisme? Parce qu'ils ont un bon vouloir, les employés, mais des fois, ils sont un peu paternalistes. Il faut qu'ils laissent aller. Il faut qu'ils laissent les membres entre eux un petit peu pour que l'entraide se nourrit de soi-même et qui se développe. Il y a des activités qu'on va faire en sorte que ce soit des membres qui animent, qui puissent les prendre en main, utiliser leurs capacités, puis transmettre quelque chose aux autres. C'est sûr que quand on fonctionne de cette façon-là, il y a toujours des craintes, des peurs pour les employés, entre guillemets, parce que c'est jamais le résultat. Hein, le résultat, c'est pas dans ta tête, c'est pas toi qui l'as planifié, c'est les membres.
Et puis, c'est eux autres qui prennent le chemin, OK? Puis qui font leur chemin. Fait que ça peut arriver qu'il y a des organisations, il y a une fête qui est organisée, et puis elle tombe à l'eau parce qu'il n'y a plus personne qui s'y implique. Mais ça va jusque-là. Mais je te dirais que quand ça arrive une ou deux fois, les membres, après ça, ils vont se mobiliser. Ils vont dire « Ah, hey, non, on n'annoncera pas quelque chose qu'on n'est pas sûr d'être capable de rendre à terme. » Fait que ça développe un grand sentiment de responsabilité et d'appartenance à la ressource parce que s'ils ne s'impliquent pas, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'activité. On a créé des espaces pour les personnes où ils pouvaient se rassembler entre eux pour s'entraider, pour s'écouter, jaser, démarrer des projets ensemble, mais au niveau de susciter une implication, favoriser aussi l'intérêt à partir des projets, la motivation là-dedans, on n'y arrivait pas vraiment, là, puis on a beaucoup axé sur créer des outils pour montrer comment organiser une activité, comment faire les démarches, mais finalement, c'était comme des outils qui ne leur convenaient pas parce que c'était pensé à notre manière, alors que les personnes, je pense eux autres, quand ils voient une activité, qui ont le goût de créer quelque chose, la manière de le faire peut différer de la nôtre, là. Il y a différentes façons de soutenir l'entraide. La première que j'essaie d'utiliser, c'est que je suis présent dans le groupe, mais je ne suis pas là dans l'activité. Je soutiens la personne qui anime, avant et après, mais je ne suis pas là pour lui tenir la main. Je veux montrer aux gens que je leur fais confiance. Quand on se retrouve en intervention parce qu'une personne va vraiment pas bien, est en grande souffrance, elle va venir s'asseoir dans le bureau, on va échanger avec elle, puis même à partir de l'intervention que je vais avoir à faire, je vais favoriser l'entraide parce que je vais m'organiser pour créer des liens entre une personne nouvelle puis une personne qui est ici, puis que je sais qu'il peut avoir des atomes crochus ensemble, soit par leur vécu, soit par leurs valeurs, soit par leur personnalité. Ça, c'est mon rôle à moi, ce bout-là, tu sais, de créer ces alliances-là pour que l'entraide, je ne l'oblige pas l'entraide, je la favorise. Il y a un outil intéressant qu'on utilise à Camille, c'est sur l'écoute active. Ça permet aux membres de savoir comment écouter, premièrement. Pas prendre toute la place, laisser la place à la personne qui est là pour se confier. Donc, il y a comme une petite formation qui explique c'est quoi les règles de l'écoute pour qu'elle soit efficace. Si j'ai une personne qui a plus de caractère qu'un autre et puis que ça crée un conflit entre les deux, mon rôle, c'est de outiller la personne qui peut-être a plus tendance à s'effacer pour pouvoir arriver avec celle qui prend plus de place, dire « Hey, regarde, moi, ça me dérange quand tu as ce comportement-là. » C'est ça mon rôle. Moi, c'est de fournir des outils. La vie démocratique favorise beaucoup l'entraide. Avoir des personnes sur le CA, c'est important, des personnes du groupe d'entraide. C'est important parce que ça permet d'apporter l'information aux membres par les personnes élues. Il y a aussi pour la programmation des activités. Il faut que ça vienne aussi des membres. Il faut qu'ils décident de qu'est-ce qu'ils veulent. Ce n'est pas aux employés de tout décider. Ça fait partie de l'entraide, que ce soit les membres qui décident. L'autre chose aussi, qui est une des grandes craintes d'un intervenant, c'est de perdre le contrôle du groupe. Ben oui, ça arrive. Ça arrive régulièrement qu'on perd le contrôle du groupe. C'est avec nous-mêmes qu'il faut dealer à ce moment-là, parce qu'un groupe, ça ne se contrôle pas, ça se balise. Il y a des choses qui sont tolérées, puis il y a des choses qui sont non tolérées. Mon rôle à moi, c'est de dire à une personne, ben là regarde, tu as dépassé cette limite-là. Et puis, c'est de ramener, mais ça s'arrête là, mon rôle, au niveau de l'entraide dans le groupe. Puis à partir de là, le groupe s'organise. Même les membres vont se recruter entre eux autres pour faire partie d'un comité. Ils en sont même rendus à dire « Hey, toi, t'es bonne là-dedans. Viens-t'en, on a besoin de toi pour ça. »
Veux-tu m'aider? On a des boîtes à transporter. C'est vraiment, cette façon de faire-là se transmet aux membres. Ici à Camé, on a comme un cheminement pour expliquer c'est quoi l'entraide. Il y a un atelier qui s'appelle Entraide et vie de groupe. Donc, ça permet aux nouvelles personnes qui arrivent et aux anciens membres qui veulent se rafraîchir la mémoire sur c'est quoi l'entraide, c'est quoi un groupe d'entraide. C'est pas une place pour être pris en charge. Et non plus, c'est pas un club med, c'est pas un groupe de loisirs. Donc, il y a une structure interne qui permet aux membres de savoir c'est quoi l'entraide. Développer une pratique de l'entraide par les personnes concernées elles-mêmes, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la pratique aussi d'une certaine façon. Il faut s'entraider, s'entraîner à faire de l'entraide. L'aspect le plus dur pour appliquer la pratique d'entraide de cette manière-là, c'est vraiment, je pense, au niveau de notre bagage d'intervenants, là, qu'on dirait c'est vraiment dur de un peu démonter ça, puis repartir à neuf vraiment en misant sur ce qui est présent chez les personnes. Bon, on a toujours eu le désir de travailler avec les forces des personnes, mais souvent, ça part de notre conception à nous de ce qui est le mieux-être, de comment on devrait réaliser les choses. Puis je pense que ça l'a entraîné aussi, ça a eu des conséquences au niveau des membres qui nous perçoivent un peu comme les personnes qui peuvent répondre à leurs besoins, là. Et il faut toujours être extrêmement vigilant parce que quand on est un groupe d'aide et d'entraide, très souvent l'aide prend le dessus sur l'entraide. C'est plus facile d'aider que de faire en sorte qu'on s'entraide. Ça, c'est très facile. C'est très facile pas juste pour des intervenants, c'est facile aussi pour une personne usagère, plus d'en aider une autre, si on veut, que d'être dans un processus d'entraide avec les gens. Donc, pour moi, la caractéristique le mot entraide, entre, ça veut dire de l'un à l'autre, entre l'un et l'autre, c'est ça qui crée la dynamique. Comment réussir aussi à mettre les personnes de l'avant-plan, nous autres, s'effacer un petit peu, se retirer un peu, mais tout en restant des intervenants qui peuvent être là en référence, en soutien, être là pendant les animations, les co-animations. Comment qu'on pouvait faire dans le fond un travail d'équipe là-dedans, là? Suite à l'auto-formation, il y a eu 2 questions qui ont été posées. Comment que je vis ma santé mentale en bien, le bon côté de la santé mentale, et le mauvais côté de la santé mentale, comment qu'on la vit, comment qu'on se sent face au monde, comment qu'on peut avoir les gens peuvent nous percevoir en tant que personne en santé mentale. Et puis ce qui est ressorti, c'est un thème, et le thème c'était la connaissance de soi et des autres à travers l'entraide. À partir de ça, on a décidé de partir le projet d'une murale. Et avec cette murale-là, on a décidé que chaque personne
qui voulaient participer avaient une mini toile à faire de 6 par 8 sur, pour lui ou elle, ce que c'est pour elle la connaissance de soi et des autres à travers l'entraide. Là, on commence. Numéro 32. Mais moi, j'ai fait ma petite œuvre. C'est écrit à votre écoute, coûte que coûte. Parce que comme tout le monde qui me connaît ici, je suis malentendante. Et puis malgré tout ça, j'aime ça être à l'écoute des gens. Parce que moi, je trouve que l'écoute, pour en avoir reçu moi aussi, ben, c'est très, très profitable. Ça fait du bien, ça calme nos angoisses. Je trouve ça bien important. Et puis moi, ben, de mon côté, j'aime écouter aussi. Je sais que ça va aider la personne. Et voilà. Bravo! Alors, ben, j'ai fait une main. Parce que pour moi, j'avais ensemble les 5 doigts de la main, la force dans la main, donner la main, tendre la main. Et j'ai mis les fils rouges, toujours, parce que l'amour puis l'entraide qui va à travers la main. Les mots que j'ai choisis, il fallait y penser. Alors, il fallait y penser à ce projet-là, le projet d'entraide. Et j'ai choisi aussi les mots milieu de vie, parce que je pense qu'ici, on a tous un milieu de vie. On se rencontre dans notre milieu de vie, d'amitié, puis et chaleur humaine, ce qu'on retrouve beaucoup. Encourager, parce que je pense qu'on s'encourage tous les uns les autres. Un parcours, parce que je pense que quand on fait partie du vaisseau d'or, le vaisseau, il s'en va, il fait son trajet, mais nous ici, on a un parcours à travers ça. Or, on s'entraide dans notre parcours de vie, puis, et encore bien plus. Wow. Bravo! Je vais y aller au hasard, tiens. Oui. Ah, OK. C'est quoi ton numéro? 28. OK. Voilà. Quand je suis sorti de la psychiatrie, l'infirmière m'a demandé de me dessiner. Je me suis dessiné avec un bleu au pied, mais la chaîne bien pris après le pied. Avec le vaisseau, j'ai appris on a coupé la chaîne. Et je me suis libéré de ce poids-là. Plus que je fréquente le vaisseau, plus que je m'éloigne de la psychiatrie. Plus chaque jour est gagnant pour moi. Regarde-moi, Jacques. Elle est là pour vous aider, vous serez écoutés. Un vaisseau d'or où on y trouve réconfort. On avait des rencontres une fois par semaine, on a eu au-dessus d'une trentaine. On est parti de vraiment tout petit, de tout. On a tout fait par nous-mêmes, l'élaboration des lettres. Il y a eu des affiches qui se sont faites. On s'est entraidés entre nous. Il y a eu aussi beaucoup d'implications, naturellement. À un moment donné, il a fallu se mettre à niveau dans l'implication, mais tout ça dans le respect des uns et des autres. Parce que des fois, on n'a pas tous le même caractère, hein, fait que il pouvait peut-être avoir des petits éclairs, mais ça s'arrangeait automatiquement. Puis, c'est ça, on est arrivé avec le projet qui va être dévoilé aujourd'hui. Bien, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de force que je le croyais. Déjà que je sais que j'ai des forces parce que je suis quand même beaucoup impliquée, mais cette implication-là, ça me prouvait que j'étais capable de me surpasser. Puis, pas juste moi, le comité au complet s'est surpassé. Les 4. On s'est vraiment surpassé tous les 4. Oui. Puis on s'est complété. Qu'est-ce que ça apporte au groupe? Peut-être simplement un lien d'appartenance. On se sent faire partie de la murale. Puis c'est simple à dire, un lien d'appartenance, mais quand on le vit, on se rend compte de l'importance monumentale que ça a.
quand on a eu terminé l'auto-formation à l'entraide, puis on a choisi notre activité, on s'est consulté, puis on est venu à un consensus pour tout le monde que ce serait bien d'avoir un lieu d'échange. Mon cher Patrice, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Et papa, Bon, prochaine activité. L'activité, je ne sais pas si vous en rappelez, on voulait discuter de ce qu'on vit par rapport à l'anxiété, les peurs qu'on a, puis de démystifier ça, pouvoir avoir des mots sur ce qu'on sent. Les questions, ils viennent des vécus des membres et on les a consultés, puis c'est là qu'on a décidé de faire des thèmes. La première question, êtes-vous prête? Oui. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Est-ce que tu souffres de solitude? Oui. Comment vis-tu ta solitude? Qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Ben moi, pour me sortir de ma solitude, vu que je suis seule, je me suis dit, il faut que je prenne des moyens pour rencontrer des gens. Alors, j'ai au phare, je rencontre des gens, on partage des choses en commun, puis on voit qu'on n'est pas tout seul à avoir les mêmes objectifs, puis on voit qu'on cherche tout à vouloir s'améliorer, puis des fois, juste une petite oreille d'écoute, là, ça nous aide beaucoup. Est-ce qu'on passe à une prochaine question? Oui. Est-ce que tu as peur? Tu as des peurs. Comment tu les vis, tes peurs? J'ai la peur que personne m'aime, que je me retrouve seul avec moi-même. Mais ici, je ne sens pas ça, cette peur-là, au fort. Je sens que je me sens en sécurité, puis mon taux d'anxiété est bas. C'est normal qu'on ait des peurs. Mais en venant au phare, je trouve que c'est une manière de vaincre nos peurs. Mais comment je les vis? Des fois, en faisant de l'écoute téléphonique. Là, en jouant avec, moi, j'exprime aussi ce que je ressens. Et alors, c'est mutuellement, entre deux personnes, qu'on voit que les peurs peuvent diminuer. Le niveau des questions, ça nous a permis de mieux se connaître entre nous et de voir que souvent, on vit les mêmes difficultés. Et puis, des fois, on n'en parle pas, mais là, ça l'a élaboré plus aujourd'hui, je trouve. Beaucoup. Les échanges entre nous, ça me fascine toujours parce que je trouve que les gens dans notre ressource ont une facilité à s'exprimer. Je vois qu'ils ont un cheminement, un vécu, puis qui sont en épanouissement. Le fait de s'épanouir, même si on vit avec une problématique en santé mentale, ça prouve qu'on a le droit d'être heureux, puis on peut être heureux aussi avec une problématique en santé mentale. C'est ce qui me fascine beaucoup avec le groupe. Depuis qu'on a fait la formation aussi, les personnes, j'ai vraiment senti qu'il y a un sentiment de confiance qui s'est développé par rapport à leurs moyens. Leur force qu'ils ont là-dedans, ce qu'ils peuvent apporter dans le groupe. Il y a eu des personnes qui ont été hospitalisées. C'est comme la première fois qu'on voyait ça, le monde qui se parle entre eux autres. OK, on va l'appeler, ils se passent le téléphone, ils écrivent une petite carte. Quand ils sont au courant qu'elle va sortir, j'aimerais ça lui faire un cadeau, ou lui manifester à quel point on est content qu'elle revienne avec nous autres. Aujourd'hui, ce que j'ai trouvé d'exceptionnel, d'encourageant, c'est que j'ai pris des initiatives pour orchestrer la journée, pour que tout arrive comme prévu. Puis c'est quelque chose de nouveau pour moi. Puis le phare de Source d'entraide me laisse carte blanche, ils me font confiance. Puis j'ai aimé ça, je suis prêt à recommencer une autre fois. L'entraide, je souhaite que tout le monde connaisse ce qu'est l'entraide. Ça m'empêche de m'isoler, d'extérioriser, de parler avec des gens.
L'entraide, je le dis, mais c'est number one. Vraiment. L'estime de soi, confiance en dedans de soi, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, je suis fière de moi.